Bonsoir à tous, merci d'être là. Comme tous les jeudis sur le canal local, c'est Autrement dit, un invité à découvrir autrement. Cette semaine, c'est dans la rubrique Urbanisme. À mes côtés, le directeur général de l'AGUR, l'agence d'urbanisme et de développement de Flandre-Dunkerque, Gérard Blanc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avec vous, Gérard Blanc, vous allez nous éclairer un peu plus sur le rôle important de l'AGUR en termes notamment d'aménagement du territoire. Tout d'abord, l'AGUR est née en 1972. Qui, avant, décidait quoi? Avant 72, d'une manière générale en France, mais à Dunkerque en particulier, les questions relatives à l'aménagement et à l'urbanisme étaient traitées par l'État. Après 72 aussi, jusqu'à la décentralisation, jusqu'aux lois de décentralisation qui datent du début des années 80, 83, les lois de fer, c'est quand même l'État central, régional, départemental, local, jusqu'au sous-préfet, et la DDE, qui décidait de ce qui devait être fait. Alors, a fortiori à Dunkerque, dans la mesure où cette période-là est marquée par la sidérurgie sur l'eau, comme à Fos-sur-Mer, qui étaient des décisions nationales. C'est des décisions au moins ministérielles, mais la plupart du temps qui relevaient directement du Premier ministre. Donc en fait, c'était ça qui définissait la manière d'installer de grands investissements. Le port de Dunkerque, d'ailleurs, historiquement, a toujours été décidé de cette façon. C'était des décisions nationales. Après, c'est toujours un port d'État, d'ailleurs. C'est toujours un port d'État, absolument. Mais à partir de 72, on pourrait même dire à partir de la fin des années 60, début des années 70, les élus locaux, emmenés par Albert d'Anvers, maire de Gravelines, se disent « il faut qu'on existe à côté des décisions de l'État ». Donc on crée une communauté urbaine. C'est la première communauté urbaine décidée par les élus locaux et non pas par la loi. Et il la dessine pour accompagner la croissance du port vers l'ouest. Il suffit de regarder comment elle est dessinée pour voir qu'elle est dessinée pour accompagner la sidérurgie, le port ouest, jusqu'à la centrale nucléaire de Gravelines. Oui, mais même à l'époque, vous le dites, avant la décentralisation, la CUD n'avait pas de pouvoir... Non, mais elle s'en donne. Elle s'en donne en prenant le maximum de ce qui pouvait être fait à l'époque, en devenant communauté urbaine, qui était le top niveau, puisque jusque-là, il y avait Strasbourg, Lyon, Bordeaux, qui avaient une communauté urbaine. Dunkerque se dote d'une communauté urbaine, c'est-à-dire en ayant le maximum de compétences sur les éléments d'aménagement du territoire. Et dans la foulée, il crée l'agence urbanisme, l'AGUR, pour dire il faut qu'on mette notre propre ingénierie, nos propres capacités intellectuelles, pour qu'on ne soit pas dépendant que de celles de l'État. Puisque sinon, les services, la matière grise en matière d'aménagement et d'urbanisme, c'était les services de l'État, point. Alors, à cette époque-là, j'ai envie de dire, on ne calcule pas. On met une industrie et puis on crée des quartiers, des ZUP, des ZAG, alors, vous savez, qui sont fort décriés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile de regarder ça tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années-là? La France est son propre client, son propre fournisseur. Elle peut donc se permettre d'avoir un franc qui est constamment dévalué. Elle finance tous ces grands investissements par l'inflation. Et c'est ça qui explique qu'elle ait pu se payer parce qu'elle avait cette autonomie économique et un poids international qui lui permettait de dire je laisse filer le franc et pendant ce temps, je finance du logement, des autoroutes, des trains, tout ce qu'on veut. Voilà, c'était financé par l'inflation. D'accord. Alors justement, à propos d'aménagement, toujours dans la rubrique on fait un peu n'importe quoi, avec le recul, bien sûr, cette autoroute A16 qui traverse une zone urbaine, comment se fait-il qu'on n'ait pas prévu cette extension du centre-ville? La première chose, c'est qu'il fallait déjà la faire, l'autoroute A16, ce qui n'était pas gagné du tout. Il faut bien voir que toute la structure des infrastructures n'est pas littorale. Elle est systématiquement perpendiculaire au littoral. Chacun des ports, Boulogne, Calais, Dunkerque, est doté d'une perpendiculaire qui vient de Lille, de Paris ou d'ailleurs. Les structures institutionnelles sont perpendiculaires. La limite entre les deux départements, la frontière nationale, sont perpendiculaires. C'est la première fois avec la 16 qu'on a un investissement qui fait littoral. Et c'est la 16 qui va révéler
l'existence du littoral. Donc en ce sens, c'est une décision totalement stratégique. Oui, mais on n'était peut-être pas obligé de la mettre aussi près de la côte, quoi. On l'a mis moins près, je partage ce point de vue, mais elle est beaucoup moins en cœur de ville que la plupart des autoroutes urbaines qui étaient des intercités qui ont été faites à l'époque. Oui, il y a eu vraiment pire. Oui. J'ai des cas. Oui. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un reportage sur l'exposition dans le cadre des 40 ans de Lagure. Une exposition toujours visible dans les locaux de Lagure, quai des Hollandais. Images. Lagure fêtait cette année ses 40 ans, 40 années de réflexion sur l'avenir du territoire dunkerquois. Tout a commencé au tout début des années 70, peu de temps après la création de la CUD. L'époque est au noir et blanc, ArcelorMittal s'appelle Usinor et on voit déjà Dunkerque en grand et même en très grand. Pour les élus et autres décideurs locaux, il est donc urgent de réfléchir sur le devenir du territoire qui vient de connaître un bouleversement avec l'arrivée des industries lourdes liées au développement du port. Ce sera le rôle de Lagure. On a à la fois des architectes, des paysagistes, on a également des professionnels de la démographie, de la sociologie, des professionnels de la cartographie, des infographistes, des chargés de communication. Donc on a vraiment un panel très large de métiers qui travaillent ensemble de manière transversale. Et donc c'est cette complémentarité des métiers qui permettent en fait de réaliser les études ici au sein de l'agence. Peu de temps après sa création, le Dunkerquois va subir un choc pétrolier cette fois-ci. Fini les 30 glorieuses et avec les projets les plus ambitieux. 20 000 habitants au Courguin, 500 000 sur le Dunkerquois, rien de tout ça aujourd'hui. Car depuis, Lagure observe le territoire à travers des analyses statistiques et autres indicateurs. Au niveau sociologique et démographique, donc on étudie l'évolution de la population sur le territoire Flandre-Dunkerque et également les architectes et paysagistes, eux, travaillent sur une dimension vraiment territoriale, donc sur différentes échelles, à la fois celle du quartier, de l'agglomération et également celle du SCOT, donc du schéma de cohérence territoriale. À Lagure, on travaille donc sur la démographie, l'économie, mais aussi sur le tourisme, le développement durable ou encore le transport, l'éducation et même l'attractivité du territoire. Certes, tous les projets ne sont pas retenus, comme ce projet artistique qui proposait d'ériger une œuvre gigantesque sur le thème des chantiers navals. En attendant, donc, Lagure poursuit sa mission, animer et nourrir la réflexion stratégique sur le futur. C'est anticiper, pouvoir se projeter dans les années à venir. C'est faire état à la situation d'aujourd'hui, mais également de demain, pour pouvoir finalement développer et aménager le territoire de la manière la plus en lien avec les données sociologiques et démographiques. Vous aussi, vous avez des idées sur l'avenir du territoire. N'hésitez pas, à Lagure, même les projets les plus farfelus sont les bienvenus. Alors justement, à propos de projets un petit peu farfelus, j'aimerais que vous nous parliez de celui-ci, donc qui était l'idée de construire une œuvre assez gigantesque ici sur le Dunkerquois. J'ai sous les yeux le classement d'attractivité des 50 premières villes françaises, un classement de l'Express. Franchement, on n'est pas aidé ici. Hein. Non. 43e Dunkerque sur 50 ? 43e sur 50. La présence du port industriel est incontestablement, du point de vue de l'attractivité résidentielle, un handicap d'image et puis un handicap de la pollution, ça existe. Je veux dire, faut pas raconter d'histoire. En même temps, heureusement, on a du vent, parce qu'en ce moment, on le voit bien avec les anticyclones, que les villes de l'intérieur du pays sont particulièrement sensibles à la pollution, à commencer par la région parisienne. Ils sont en seuil d'alerte. Oui, ils sont en seuil d'alerte quasiment en permanence. Alors, c'est un véritable enjeu, l'attractivité. Ça a aussi été une ville de bout de pays. Le fait qu'on soit en fin de pays, à une époque où l'Europe n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, où il n'y avait pas l'euro, où on n'allait pas à droite, à gauche comme on le fait aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, un des éléments de notre attractivité, c'est la proximité des villes belges. Ça existe. Donc, on a un véritable enjeu d'attractivité, ça c'est clair. Et sur quel levier on peut s'appuyer pour que la ville soit un peu plus attractive ? Il faut s'appuyer sur le logement. Et je crois que ce qui se fait ces dernières années, je pense aussi bien sur Dunkerque que sur Grande-Synthe ou d'autres communes, montre qu'on peut faire du logement attractif. Il faut s'appuyer sur les équipements. Je dirais que là, on a plutôt profusion d'équipements par rapport à la taille de l'agglo, parce qu'on est une agglomération riche justement des bénéfices de nos grandes entreprises, de la grande industrie. Ça ne suffit pas.
il y a des enjeux qui se jouent en termes d'image. Personnellement, je pense que la valorisation du cordon dunaire, le fait que ça devienne grand site de France, que les Belges s'y intéressent de plus en plus, parce qu'eux, ils ont bouffé le leur. Donc Dunkerque ça, c'est un élément qui peut lier l'industrie avec le tourisme ? Oui, oui. On a développé un programme qui s'appelle Côte à Côte, avec les Belges, avec les Flamands, et qui consiste à faire travailler ensemble les offices de tourisme depuis Gravelines jusqu'à Ostende. Sur les marchés européens du tourisme, c'est promotionnel, ça marche. C'est quelque chose qui accroche, y compris le bilinguisme, et il y a un côté exotique qui marche. On est loin du compte, mais... Alors en matière de tourisme, au début des années 80, la GUR avait proposé un projet, je vous le montre, d'une plage plein sud. C'était quand même une idée assez originale. Oui. En termes d'attractivité. Tout à fait. C'est tout ce littoral a comme difficulté, mais ça, c'est pas facile de retourner la boussole, qu'il est orienté vers le nord. Et que donc, dès lors qu'on le voit en particulier sur les stations belges, où on a un mur immobilier très haut, ben, les plages sont à l'ombre. C'est moins vrai, nous, heureusement, parce qu'on a moins construit en hauteur le long des digues, à Malo ou à Gravelines ou ailleurs. Alors, l'idée qui était là, c'était de dire, ben, projetons-nous dans la mer, un peu plus loin, et retournons vers le sud, le sud-est, voilà, et essayons de créer une ville balnéaire qui tournerait le dos au nord, pour partie. Voilà, donc c'était avec une plage à quelques centaines de mètres de la plage Jean-Bart. Oui, si on veut, oui, tout à fait. Bon, quand on parle d'aménagement du territoire, justement, doit-on s'entêter à poursuivre cette poldérisation ? Alors on ne la poursuit pas, la poldérisation existe. Le polder, il a mis à peu près 1000 ans à se créer par drainage du marais. Ce n'est pas une conquête sur la mer. Hein. Le polder franco-belge... le terminal méthanier... Ah non, mais ça c'est pas du polder, non, ça c'est un ouvrage portuaire. Mais on a regagné quand même... Oui, on fait un ouvrage dans la mer. Et le trait de côte a changé. Ah ben, de fait, le trait de côte change. Non, mais quand je parle du polder, je parle en gros des 100 000 hectares sur la partie française, qui depuis Calais, puis ensuite se poursuivent en Belgique, sont au niveau des hautes eaux, voire en dessous, et qui est drainé par le système des vatringues, qui fonctionne à peu près bien jusqu'ici, qui est maîtrisé par l'homme depuis l'origine, hein, enfin depuis ce millénaire, on va dire. Il n'y a pas donc de nouveaux polders, à part effectivement les évolutions du Port-Ouest. Bon, ça je vous le concède. Par contre, il est probable qu'on aura besoin, et lorsque les Néerlandais parlent de dépoldérisation, c'est plutôt à ça qu'ils procèdent, qui consiste à dire, dans le polder, on ne touche pas au trait de côte, mais à l'intérieur du polder, comme il faudra gérer des événements climatiques plus violents, c'est-à-dire des pluies plus fortes, et des niveaux de la mer plus élevés, et que donc on aura de plus en plus de difficultés à évacuer les eaux continentales dans la mer, ça veut dire qu'il y a des secteurs qu'il faudra être en mesure de dire, là, en cas de crise, on inonde. D'accord. Bon, restez vigilants, quoi. Très bien, on va en rester là avec cette édition consacrée à l'urbanisme. Gérard Blanc, encore merci de votre participation. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, autrement dit, c'est terminé pour aujourd'hui et pour 2013. Hein, je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec de nouveaux invités à découvrir autrement. Merci d'être encore là. Excellente fête à tous. Bonsoir.